La ilaha illallah. C'est une guerre contre personne, mais c'est une guerre d'affirmation de soi. Ce n'est pas nos différences qui nous désunissent, c'est nos bêtises. En quoi elle peut contribuer au développement du continent africain? De l'éducation naissent les grandes nations. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du PAMA. Aujourd'hui qui a lieu pendant la 5e édition du PAMA en France justement. On attaque aujourd'hui la 2e journée et avec moi pour m'accompagner lors de cette émission spéciale, il y aura Nourdine. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, merci beaucoup. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir Monsieur Kouakou Boris, président de Africanement. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'en prie. Et on va traiter justement ensemble un peu de ce que vous faites, un peu des objectifs que vous mettez en place concernant le continent africain. On va voir justement tout ça ensemble et on va commencer justement par une première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter Africanement et pourquoi vous avez créé cette organisation en Europe justement? D'abord, je vous remercie. Merci pour l'honneur que vous me faites. J'ai pu comprendre que le PAMA était la branche panafricaine de votre organisation, avec pour but de veiller toujours cette flamme au cœur de toutes ces personnes africaines hors de l'Afrique. C'est dans ce carnaval que s'inscrit Africainement, qui est un réseau d'excellence de jeunes pour le développement de l'Afrique. Nous nous sommes dit que le développement ne doit pas être un cercle fermé dans lequel on retrouve que des politiques et l'administratif. Il faut que le développement soit un état d'esprit que chacun revêt pour le développement, pour la croissance du continent africain, pour son essor. Alors on est parti de cette idée et on s'est dit qu'il fallait mettre cette organisation sur place pour que toutes ces compétences à travers le monde puissent servir l'Afrique finalement. Et donc nous avons organisé 3 pôles essentiels. Le pôle africainement intellect, qui est le pôle pensant, qui réunit les jeunes pour réfléchir sur les thématiques de développement dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer. Et nous faisons des propositions aux États. Et parmi ces idées que nous arrivons à recueillir, nous voyons celles que nous pouvons réaliser de nous-mêmes. Et vous savez aussi que nous avons de réels problèmes sur le continent africain. C'est pourquoi nous avons une touche sociale pour essayer de parer au plus pressé. Donc, voir comment on peut mener des actions concrètes, notamment pour relever l'éducation, qui souvent peine à retrouver son meilleur niveau. Et on a un 3e pôle qui est le pôle Africainement Community, parce qu'avec un monde de plus en plus connecté, il faut utiliser ce canal pour sensibiliser, pour parler, pour promouvoir le continent africain. Voici un peu ce qu'on peut dire d'Africainement. Et si vous me permettez, récemment, nous avons intégré le pôle entrepreneurial, parce qu'il faut que nous réussissions à nous approprier les thématiques économiques. Il faudrait que nous soyons une génération forte qui est capable de créer des entreprises, qui est capable de lutter contre le chômage, contre la pauvreté, en créant des richesses. Voici un peu Africainement. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Euh, on a souvent, enfin, beaucoup de personnes parlent du continent africain comme un continent d'avenir. Ce n'était pas le cas avant et maintenant, beaucoup les regards sont fixés justement sur ce continent-là qui émerge justement. Est-ce que vous pensez que c'est réellement le cas? Est-ce que le continent africain, c'est réellement un continent d'avenir? Déjà, regardons. 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Hmm. On a tous ces minéraux qui intéressent le monde, toutes ces pierres précieuses. Le constat, il est là. Mais la question, c'est le continent africain est un continent d'avenir pour qui? Parce qu'il peut être d'avenir, mais pas pour les Africains. Et c'est là que se fonde notre défi, nous en tant que jeunes. Nous devons réussir à ce que le continent africain ne nous échappe pas. C'est une guerre contre personne, mais c'est une guerre d'affirmation de soi. Nous avons, dans les années 60, quand la plupart des Africains découvraient ce système internationalisé. Aujourd'hui, nous sommes dans le système. Nous avons une diaspora forte qui est présente. Et cette diaspora a des compétences. On a aussi sur place des gens qui ont l'expérience. Il faut réussir à faire matcher tout ça pour que le continent africain soit pour nous. La question qui sort de là, c'est quels sont les défis qui se présentent à nous pour que finalement ce continent ne nous échappe pas. Je pense qu'on y vient quelque part. Très bien.
Donc, pour enchaîner effectivement sur ce sujet, alors nous, la question qui nous vient en tête, c'est que vous, en tant que groupe de réflexion qui travaille sur cette thématique africaine-là, quels sont pour vous les défis aujourd'hui en fait de l'Afrique? Les défis sont nombreux, on le sait tous, dans pratiquement tous les secteurs. Ma propre expérience, mon propre regard sur tout ça m'a mené à comprendre que le problème est un système. C'est le système qu'il faut changer. Mais au cœur de ce système, il y a des éléments majeurs, au rang desquels j'ai mis l'estime de soi. Et depuis 2 ans, j'en fais la promotion. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à la conclusion que l'éducation, certes, est donnée en Afrique, mais il manque un élément important de cette éducation, dans cette éducation, c'est l'estime de soi. Pour ceux qui ont été déjà sur le continent africain, il suffit que quelqu'un soit pétri de talent, il ait au moins entendu une fois, tu n'es pas fait pour ici. Ça veut dire que ce qui est bon dans notre esprit n'est même pas africain. Je vais essayer d'aller dans un langage terre à terre pour permettre à tous ceux qui nous suivent de comprendre ce que je veux dire. Voyez-vous, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, avec un repas qu'on appelle le garba, son lot de crudités, le poisson-thon, n'est rien aux yeux aujourd'hui de plusieurs Ivoiriens et qui vont préférer le burger, même si les couleurs, les goûts ne se discutent pas. Mais je veux dire que pour eux, l'accomplissement, c'est de pouvoir manger un burger. Ça veut dire quelque part que ce qui est mien n'est pas hautement présent dans notre esprit. On n'a pas l'estime de notre chose. Et même cette estime s'est tellement dégradée que regardez combien il y a de morts chaque jour en Afrique. Ça ne choque personne. Le développement commence là où l'estime de soi est telle que chaque Africain compte dans notre esprit. J'ai entendu parler du terrorisme à maintes reprises. Il a fallu qu'en France, il y ait un mort d'une attaque terroriste. Je pense que c'était le professeur Maté. Le monde entier s'est réuni pour venir compatir. Mais en Afrique, au Burkina, au Nigeria, au Congo, chaque jour, on a des dizaines de morts. Mais est-ce que les propres Africains même s'indignent de cette situation? On a fini par accepter que la mort d'un Africain, c'est une évidence. Voici pourquoi je dis au cœur de notre éducation, nous devons avoir cette estime de soi. Dire aux Africains que le meilleur n'est pas ailleurs et que le meilleur se trouve chez nous. Et que c'est par la conjugaison de nos efforts que nous allons finir par développer ce continent. Et tant que ce continent n'est pas respecté, aucun Africain partout dans le monde où il se trouve ne sera accepté à sa juste valeur. Merci pour votre réponse. Ça me fait rappeler en plus ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est devenu dans le quotidien un peu des personnes. C'est un peu comme une habitude. C'est triste à dire, c'est un peu comme une habitude, mais ça me fait rappeler aussi. Hier, on s'était réunis ici et on discutait un peu. Et il y avait un d'entre nous qui avait dit que c'est vrai que quand on était plus jeune, on nous avait instruit qu'il y avait le rêve américain. Que tout ce qu'on avait, c'était pas forcément bien, mais il y avait cette obsession du rêve américain et pour d'autres aussi le rêve européen, où on allait trouver mieux ici. Et on n'avait pas forcément cette habitude à se rendre compte que ce qu'on avait ou ce que les Africains ont dans leur propre pays, ça valait plus. Et on se rend compte qu'avec le temps, maintenant, certains pays s'effondrent, certaines économies s'effondrent, ça devient triste. Les burgers, comme vous dites, ça nuit à la santé. Donc on se rend compte de pas mal de choses et que l'essentiel même, le vrai trésor se trouve aussi en vrai, dans les richesses africaines. Ça m'avait fait rappeler ça et je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire. C'est pourquoi dans notre démarche, nous sommes tous des ambassadeurs de cette nouvelle manière de voir les choses, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler de l'Afrique. Je suis arrivé en France, j'ai fait un constat, je ne dis pas que c'est que ça qui est présenté, mais tout ce qui est charité, tout ce qui est guerre, tristesse, pitié, était toujours attaché à l'Afrique. Quand je voyais l'Afrique, c'était très souvent sur ce temps. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais par exemple, nous devons changer ce regard à travers notre manière de parler de l'Afrique, à travers notre rapport avec l'Afrique. Nous sommes des diasporas, nous ne sommes pas au-delà de ceux qui sont en Afrique. Et nous devons faire ressentir ça, ces derniers. Beaucoup de personnes me disaient qu'elles n'arrivent pas à mener des affaires avec les locaux, comme on aime les appeler, mais parce que quand on arrive, on a déjà au fond de nous cet esprit de supériorité, en se disant que nous avons eu la chance de sortir, et parce qu'on a connu l'Europe, parce qu'on a connu l'Amérique, on est au-delà de ces personnes-là, on est au-dessus d'elles. Non. Déjà, dans nos pratiques, il faudrait qu'on revoie cela. Cela va créer un cadre général qui va favoriser l'estime de soi. Parce que si on ne réussit pas ça,
On aura un trésor en main, mais on pensera que c'est une pacotille. Après, juste peut-être pour rebondir sur ces questions-là, l'estime de soi, peut-être on pourrait peut-être se poser la question de savoir est-ce que l'estime de soi n'est pas construite à travers l'influence que l'Occident exerce au niveau de l'Afrique. Quand je parle d'influence, je dis, quand je donne l'exemple simplement, c'est quand on est un petit garçon ou une petite fille qui naît en Afrique et que jusqu'à ce qu'on grandisse, on regarde à la télé quelque chose qui ne nous ressemble pas, c'est-à-dire des feuilletons. On regarde des chaînes de télévision qui ne sont pas fondamentalement des chaînes africaines. Donc on a au quotidien, on est sous influence au quotidien. Donc au final, on pense que le meilleur est dans le burger parce qu'on a vu le burger à la télé. Donc on ne va pas privilégier le garba local parce qu'on n'a pas su peut-être donner de valeur au garba en le présentant, en mettant en fait des contenus qui nous ressemblent à la télévision. Donc du coup, je me pose effectivement ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas dû à l'influence qu'exerce l'Europe, l'Occident sur le continent africain? La réalité, est-ce que la mondialisation n'est pas venue pour créer l'équilibre? La mondialisation est une guerre culturelle dans la rue. Il y a une phrase populaire qui dit que les États n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Nous sommes dans une guerre culturelle. Et l'Afrique doit quitter cet état de pleurniche pour vouloir être assisté, vouloir être compris. Nous sommes dans une compétition, que nous voulons saine d'ailleurs, mais à nous de prendre le devant des choses. Ce n'est pas joli de voir que quand quelqu'un réussit, je fais référence à la Côte d'Ivoire parce que c'est de là que je viens, va acheter une banane braisée, qui est un repas populaire chez nous, et on taxe cette personne d'être humble, simplement parce qu'elle est en train de consommer une banane braisée. Voici des petits éléments aussi, au-delà des médias, qui arrivent à montrer, qui montrent aux jeunes que réussir, c'est quitter cet environnement. Réussir, c'est abandonner cette pratique et faire ce que les autres font. Il nous faut aujourd'hui ne pas se mettre dans une démarche de « c'est les autres ». Mais quel est notre apport? Vous avez créé cette lucarne d'expression. Beaucoup de jeunes vont suivre cette émission. C'est un pas important. C'est des pas que nous devons multiplier. Alors si nous avons laissé, supposons que cette émission n'existait pas, il y a bon nombre de jeunes qui n'auraient pas entendu ces réflexions et changé leur manière. Alors nous n'allons pas laisser l'espace être occupé par les autres et se plaindre à la fin. Nous sommes des États matures, nous sommes africains, nous avons du talent, nous avons la connaissance, l'intelligence. Il est temps que nous ayons des actions qui puissent favoriser notre développement. Est-ce que vous n'avez pas vu en Chine, pour ne pas me tromper, je pense qu'il y a un média social, je crois que c'est TikTok, qui est réglementé en Chine ou au Japon. C'est une information à vérifier. Non, c'est en Chine. En Chine, où les enfants n'ont pas un accès comme dans d'autres pays. C'est restreint. Il y a des contenus inappropriés qu'ils ne verront pas. Il y a des heures où TikTok ne va pas fonctionner parce qu'ils sont conscients qu'on ne joue pas dans un monde en compétition. Il faut mettre des mesures qui favorisent l'essor de ces jeunes-là qui sont l'avenir de la Chine. Voici la démarche que nous devons avoir. Je sais qu'il y a une corrélation avec la politique, mais ça, c'est d'autres sujets. Nous, en tant que société civile, nous, en tant que religieux, nous avons un pas à jouer dans ce qui doit être fait. Effectivement, on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là. Mais pour revenir un peu par rapport au contexte qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire pour vous, est-ce que vous pensez que la diaspora peut contribuer à cet éclairage-là, à ces réflexions-là? Et comment elle peut contribuer en fait au développement derrière de l'Afrique? La diaspora est un grand potentiel, est un atout majeur. L'histoire nous l'a prouvé. On parlait tout à l'heure de la Chine, qui à un moment de son histoire a contribué à cette immigration massive de ces jeunes pour aller apprendre de tous les domaines. Quand ces Chinois venaient et qu'ils faisaient, on parlait de Shintok, alors qu'ils étaient dans un processus. Et aujourd'hui, ils sont au sommet du monde. Il faut qu'il y ait des politiques qui favorisent cette élévation de la diaspora, cette contribution de la diaspora. Seul, on peut mener des actions, mais imaginez s'il y a une synergie, une politique qui encadre tout cela.
Moi, je pense que la diaspora, c'est vrai qu'elle est multicolore parce que la diaspora, il y a ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, il y a ceux qui viennent de l'Afrique qui se sont installés. Vous voyez? Et tout cela est une force. Une force des forces, pardon, qu'on doit conjuguer. Moi, je pense que ça, c'est du ressort même des ambassades. Je me souviens, je rencontrais une fois le conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire et je lui disais que nous devons faire quelque chose. Parce que les Africains ne doivent pas voir les ambassades comme des endroits où on vient pour faire des papiers, des démarches consulaires. Ça doit être la porte du savoir entre l'Afrique et nous. C'est-à-dire que l'ambassade doit être un canal. Pourquoi? Parce qu'à travers la diaspora, par exemple, on peut avoir chaque année les problèmes que rencontrent nos États. Et ces problèmes-là, on les met à disposition du réseau étranger, c'est-à-dire de la diaspora, qui va mener des études, qui va orienter les mémoires sur cela. Et quand nous allons décider de rentrer, ça sera pour apporter quelque chose de très utile. Parce que si Boris doit rentrer pour aller faire quelque chose que quelqu'un qui a été formé localement peut faire, alors qu'il y a un problème d'emploi, c'est contre-productif. Mais si Boris rentre, parce qu'il a des solutions, il a étudié en orientant ses études sur des thématiques qui représentent des défis pour mon État, cela a du sens. Et individuellement, au-delà de se tourner toujours au niveau des autorités, mais individuellement, en tant que membre de la diaspora, souhaitant contribuer au développement de l'Afrique, quels peuvent être les axes individuels d'apport à cet effort collectif-là de l'Afrique? C'est ce que fait le PAMA. C'est ce qu'il fait africainement aujourd'hui. C'est ce que fait africainement. Au sein d'Africainement, nous avons un projet. Nous avons deux projets qui sont ouverts. Le premier, c'est nous sommes en train d'écrire un manuel de civisme pour les enfants et les adolescents en Afrique, pour traiter des questions comme l'estime de soi, les élections, le civisme, le mérite, toutes ces thématiques-là. Et c'est écrit par des jeunes. Deuxièmement, nous sommes en train de penser à créer des salles connectées où les cours seront donnés par des gens de la diaspora, par des Africains de la diaspora, à ces enfants dans ces endroits reculés, pour qu'ils ne soient pas coupés du monde. Ces initiatives, on les fait. Mais je dis qu'elles doivent être encadrées par une politique, pour que, effectivement, on puisse voir les résultats très rapidement. Parce que les actions ont toujours été menées. Même en 50 ans en arrière, des gens posaient des actions, des organisations existaient. Mais il faut que cela soit encadré dans une politique. Je pense que la Chine même achetait des actions dans d'autres pays ou des obligations, mais pour avoir un poids dans ce pays-là, en fait. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais parce que c'est poussé, ça fait partie de la politique économique de ce pays-là. Oui, tout à fait, effectivement. Il y a un autre élément qui est important, c'est-à-dire si on veut aller sur l'axe économique, la diaspora, elle peut contribuer économiquement sans avoir à être sur le continent. Je l'explique. Effectivement, pour aller un peu dans son sens, tu l'évoquais, ça m'a rappelé, c'est les obligations. Effectivement, les États achètent les obligations dans les États africains. Donc, les obligations, c'est un État qui souhaite mobiliser des fonds et qui va faire appel à de l'investissement privé ou public ou même des particuliers et sur un certain nombre d'années, que ce soit à moyen terme ou à long terme, avec en contrepartie des intérêts. Donc, c'est de l'effort d'épargne collectif, en réalité. Donc, la diaspora, voilà, en fonction de ses principes, de là où elle se situe, peut contribuer en fournissant un peu de son épargne à ces États-là et qui contribuent à participer à l'économie de ces pays-là. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne gratuitement, mais c'est de se dire que mon argent qui est sur mon compte, voilà, que je n'utilise pas, je peux le déposer en fait sur une obligation d'État pour qu'elle puisse contribuer à l'économie de mon pays. Donc voilà, soit on le fait, soit on laisse effectivement les États tels que la Chine acheter en masse ces obligations-là. Merci, Jordan. Justement, on parlait depuis tout à l'heure du continent africain, panafricain, etc. Et malheureusement, déjà depuis longtemps, quand on parle du continent africain, on voit toujours la partie de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud.
et l'Afrique du Nord qui est toujours un peu en retrait et on sent un peu des fois une différence. Est-ce que vous, dans votre combat, l'Afrique du Nord est aussi concernée par africanement, par le panafricanisme, etc. Sur la carte, il y a tous ces compartiments. C'est tout cela qui forme l'Afrique. Hum. Ça représente un défi pour nous. Il y a eu pas mal de choses qui ne seraient pas bien de rappeler, qui ont pu nous diviser dans le temps. Que ce soit certains traitements. Mais ça, ce n'est pas important. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est comment on réussit à casser ces barrières. L'histoire, elle peut faire mal. Mais ce qu'on doit retenir fondamentalement de l'histoire, c'est qu'elle nous donne les armes pour construire le futur. Ce ne serait pas bien que dans notre espace, on ait plus de rapports avec les autres qu'entre nous-mêmes. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie doivent être des partenaires privilégiés, par exemple de l'Angola, du Burkina. On ne doit pas être obligé de sortir du continent pour avoir plus d'échanges. C'est déjà un défi pour nous. Cela se présente sur plusieurs angles. Il y a l'angle politique, il y a les populations elles-mêmes. Il faut qu'on réussisse à d'abord nous-mêmes nous accepter. C'est vrai, il y a les questions de couleur de peau, il y a les questions de culture. Mais comme disait l'autre, ce n'est pas nos différences qui nous désunissent, c'est nos bêtises. Il faut qu'on ait l'occasion de rester centré sur ce que doit devenir le continent à travers nos apports individuels. Je pense que c'est l'occasion de sensibiliser par cette émission pour dire que nous sommes tous africains. C'est un espace géographique qui a une histoire. Nous sommes garants de cette histoire. Nous sommes garants de cette culture. C'est toutes ces différences-là qui font la beauté de notre continent africain. Quand on voit le boubou marocain, le tapis marocain, on voit la gastronomie ivoirienne, on voit les danses de réjouissance, par exemple au Burkina, ou que ce soit au Congo. C'est tout cela qui fait l'Afrique. Et nous, je suis très content aujourd'hui d'arriver au PAMA et de voir qu'on a des Marocains, on a des Algériens, on a des Ivoiriens. C'est ça, le réel panafricanisme. Celui qui rassemble et non celui qui désunit. C'est ça, en réalité. Merci d'avoir précisé. C'est vrai qu'on est en plein week-end PAMA, comme on a dit au début. C'est vrai qu'on reste 3 jours ensemble, toute la journée, que ce soit de n'importe quelle origine. On reste ensemble, on dort ensemble, on discute ensemble, on débat ensemble. Et j'aimerais aussi rappeler aussi aux personnes aussi du Maghreb à majorité musulmane qui avait une certaine parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait que l'homme noir n'est pas supérieur à l'homme blanc, que l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir. Il avait fait un long discours, c'était son dernier discours. Et que c'est vrai que, comme vous l'avez dit aussi, personne n'est supérieur. Il y a des richesses dans ce continent-là. Et le fait d'être tous solidaires, tous ensemble, comme nous on le montre aujourd'hui avec le PAMA, et ce que vous avez expliqué avec Africanement, ça peut que élever l'Afrique dans la bonne voie, en fait. Voilà, je tenais juste à préciser cette chose. Ok, très bien. Donc, comme on a effectivement l'année dernière, d'ailleurs, c'était un des thèmes, c'était unis dans la diversité. On a traité en fait ce thème-là, qui aborde effectivement ce que vous évoquez tout à l'heure. Donc, dans notre diversité, on est unis. Voilà, on est unis sous une même communauté qui est la nôtre. Donc, pour aborder effectivement les aspects religieux, on a une dynamique qui naît aujourd'hui sur le continent africain. Donc, c'est cette dynamique-là qui consiste à revenir aux sources, aux traditions ancestrales et religieuses, aux religions ancestrales, pardon. Donc, comment, pour vous, est-ce que la religion, ou du moins les religions monothéistes, seraient incompatibles avec le panafricanisme? Il faut savoir dissocier les choses. Là, on parle de développement. La plupart des États développés que nous connaissons peuvent, dans leur cœur, avoir une religion qui est une boussole. Mais c'est par le travail, la stratégie, l'unité, la projection que ces États ont réussi à se positionner. Il ne faudrait pas tout confondre. Je comprends que des personnes accusent le christianisme, l'islam, à cause de l'histoire avec l'Afrique. Il faut rappeler à ces personnes-là que ces religions-là ne viennent pas d'Europe.
L'Europe même les a acceptés aussi. Il ne faudrait pas s'emprisonner dans des cases et regarder ce qu'il y a d'essentiel. Je pense que l'histoire du christianisme ou de l'islam avec l'Afrique, il y a eu des côtés négatifs, comme il y a eu des côtés positifs. Mais on ne va pas prendre l'action des hommes pour condamner le Dieu, si je veux me mettre dans un aspect religieux. Il y a ce que ces religions enseignent, il y a les valeurs auxquelles elles croient, et puis il y a ce que les hommes en font. Il faut savoir faire la différence. Est-ce à dire que, parce que l'histoire de la France a été souvent remplie de mauvaises choses avec l'Afrique, que ça devrait dire que tous les Français sont à condamner? Non, pas du tout. Ces personnes-là sont dans l'abus. Il faut qu'elles reviennent à la raison. Je suis d'accord pour celles qui veulent aller aux religions africaines, aux traditions, aux coutumes africaines. C'est un choix. Ce qui compte dans ces religions, c'est les valeurs qu'elles nous enseignent. Parmi elles, il y a d'abord l'unité, accepter l'autre. Vous vous rappelez tout à l'heure que le prophète parlait d'égalité des hommes. Nous devons avoir cette dimension au cœur de nous. L'occasion est pour moi de dire que le panafricanisme n'est contre personne. Le panafricanisme, c'est une affirmation de soi. C'est se rendre compte que nous avons des défis de notre temps. Et c'est à nous de relever ces défis. C'est à nous d'être en première ligne. La religion, elle nous permet de nous recadrer. La religion nous encadre. Elle nous donne une orientation qui est structurée. Parce que la religion nous rappelle que dans cette démarche, l'objectif n'est pas de nuire à l'autre. Dans cette démarche, l'objectif n'est pas de tout prendre pour que les autres, finalement, soient laissés avec rien, si je peux le dire ainsi. Le panafricanisme, c'est savoir collaborer. Le panafricanisme, c'est savoir s'affirmer dans un monde qui est en évolution, mais dans un monde qui n'est pas un monde assez simple, qui est un monde complexe. Les Africains veulent prendre leur place. Mais il ne serait pas avantageux de placer la religion au centre de cela, parce que ça va finir par créer des conflits qui n'ont même pas leur place dans notre combat en ce moment. Aujourd'hui, moi je ne suis pas musulman, mais vous savez très bien le respect que j'ai pour les musulmans. C'est parce que nous avons un cœur qui s'ouvre qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à respecter et voir les positions des autres. Je pense que vous êtes panafricain, je le suis aussi. Et se voir ensemble dans un temple qui nous réunit, cela fait beauté. Et c'est cette beauté qui profite au continent africain. On pourrait peut-être se poser la question de est-ce que la religion peut contribuer au développement? Et si oui ou non, en quoi? En quoi elle peut contribuer au développement du continent africain? Je sais que ce soit dans l'islam comme dans le christianisme, on parle de l'honnêteté. Il y a souvent des esprits qui nous passent à la tête et on se rappelle qu'on a notre essence qui est spirituelle. À ce moment, on se pose des questions. Vous avez vu que l'Afrique souvent est sujet de détournement. Vous avez vu que les gens ont cette facilité à tuer en Afrique aujourd'hui. Il y a des guerres et c'est des innocents qui périssent. Alors que l'islam ne nous emmène pas à ça. L'islam ne nous emmène pas à aller tuer l'autre. Je suis arrivé, qu'est-ce que je vois écrit là? Amour pour tous, haine pour personne. C'est déjà une boussole. C'est une phrase qui interpelle quand on rentre. C'est en ce sens que la religion est importante. Parce que la religion place l'homme au cœur de l'action. Alors que souvent, le monde sans religion place les intérêts d'abord. Et souvent, ces intérêts viennent pour nuire au grand nombre. Je pense qu'à travers la religion, c'est les valeurs que nous devons embrasser. Qui croit en Dieu sait chercher son pain, mais ne cherche pas son pain en détruisant le pain des autres. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons compter, nous voulons nous affirmer, nous voulons être moins dépendants pour que nous ayons cette dignité. Et la religion nous enseigne les valeurs du travail, les valeurs de l'amour, les valeurs de l'amitié, même les valeurs de l'honnêteté. Vous voyez? Donc, je pense que ces religions-là ont toute leur place, pourvu qu'elles nous enseignent ces valeurs que nous connaissons. On peut dire que cette diversité de religions est plus une richesse qu'un frein pour le développement du Bien continent. sûr, mais je rappelle que je ne connais pas toutes les religions. Mais si une religion ne met pas l'homme comme première richesse, ce n'est pas la peine. Parce que si la religion finalement nous enseigne que l'essentiel de la religion serait de détruire tous ceux qui ne pensent pas comme nous,
à ce moment, la religion devient un danger. Mais si cette religion nous emmène à la tolérance, à la manière, cette religion nous emmène à la tempérance, au pardon, à ce moment-là, je peux dire qu'on est dans un panafricanisme qui est certes limpide, mais qui est en même temps encadré. Très bien. Donc, je pense qu'on va quand même aborder des questions géopolitiques un peu. Alors, on constate quand même depuis quelques années une montée d'un certain état d'esprit dans la sous-région ouest africaine. Donc, pour citer en exemple le Mali, le Niger, le Burkina, la Guinée également. Et ces pays ont un point en particulier qui est en commun. Donc, c'est le fait que dans ces pays, on a eu à faire face à des coups d'État. Alors, quel est aujourd'hui votre regard de cette situation qui prévaut dans cette zone de l'Afrique? D'abord, il faut dire que je ne suis pas pour les coups d'État, quelle que soit la forme. Mais il faut analyser les réelles causes de ce qui se passe dans la sous-région. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un refus, un front de refus qui se crée? Vous savez, pourquoi sommes-nous arrivés là, alors qu'on aurait pu faire autrement? Le coup d'État, pour moi, il n'est même pas cette conséquence qu'on voit aujourd'hui, qui est la prise de pouvoir par les armes. Le coup d'État commence par la trahison du peuple. Quand vous voyez des détournements massifs face à un peuple qui peine à se nourrir, c'est déjà un coup d'État. Quand vous voyez cette lecture, par exemple, que chacun se fait de la Constitution, simplement pour s'éterniser, c'est un coup d'État. Voyez-vous, dans nos États, on dit que le mandat, on est limité à 2 mandats. Mais certains politiques vont en modifier la Constitution pour dire, comme elle est modifiée, elle me permet de me représenter. Mais on met 2 mandats parce que la volonté est qu'il y ait une alternance. C'est ça la volonté qui est derrière. Mais si tout le monde peut modifier et s'éterniser, vaut mieux que sautent les 2 mandats. Là, tout le monde peut rester éternellement. Il y a des règles qu'on se prescrit. Il faut qu'on les respecte. Vous savez, quand vous prenez la France, les États qui ont eu un passé un peu douloureux avec l'Afrique, ce n'est pas que ces responsables politiques manquaient de moyens financiers. Pour la plupart, c'était des énarques, c'était des hommes d'affaires. Mais c'est parce qu'ils avaient quelque chose à l'esprit. Ils sont prêts à tout pour que le peuple s'en sorte. Ils sont prêts à tout faire pourvu que ce peuple-là soit dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas le cas souvent sur notre continent. Ils sont prêts à tout sacrifier pourvu que leur clan soit à l'aise. Et donc, je pense qu'il y a une politique de refus qui nous emmène à réfléchir autrement, à se dire que aujourd'hui, quand on interroge la jeunesse africaine, le niveau moyen des moins de 30 ans, c'est au moins la licence. Quand je prends de 23 à 30 ans, vous allez voir beaucoup de grands diplômes, licence, master. Je ne parle pas là du système éducatif, mais je veux dire qu'il y a une population qui est instruite aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas en 1960, où je pense que nous étions au niveau primaire pour le niveau moyen. Alors, il est clair que ce moment allait arriver. Mais ce n'est pas intéressant que ça se passe par des armes. Et donc que chacun soit interpellé. C'est vrai que là, on n'est pas dans le cœur du sujet n'est pas de la politique. Mais vous savez que ça fait partie de la vie d'une nation, ça fait partie de la vie de l'Afrique. Il faudrait qu'à travers votre micro, il y ait des sensibilisations au respect de nos textes que nous sommes librement prescrits. Il y a aussi le respect envers le peuple qui nous a choisis, en ne venant pas demain servir des intérêts d'autres personnes. Vous avez vu que la plupart des États que vous avez cités ont des présidents jeunes. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience globale. Je pense que les années à venir, il y aura l'ère nouvelle sur le continent africain. Et il faudrait bien que cela soit dans l'apaisement, le calme. C'était le cas au Sénégal. Mais là encore, il y a eu des morts avant qu'on arrive là. Si on était obligé, si le premier ministre du pays, Ousmane Sonko, fut obligé de prendre quelqu'un d'autre pour être candidat, ça veut dire que c'est grave ce qui se passe avec la démocratie en Afrique. Et si ce dernier, demain, ne répondait pas aux aspirations du peuple, parce que n'oublions pas, c'est un projet qui est voté, mais par-dessus le projet, on prend une personnalité qui incarne les valeurs qu'on veut voir à la tête de nos pays. On prend quelqu'un dont on juge apte à conduire le peuple. Mais il était obligé aujourd'hui,
pour la vie du pays, pour les projets qu'il défend, de mettre quelqu'un qui a travaillé à l'élaboration de ce projet. Ça veut dire qu'on n'est même pas encore dans la démocratie. C'est peut-être parce que là-bas, on a vu un peuple qui est très émancipé, que ce peuple a réussi à faire entendre sa voix. On pourrait quand même se dire que on élit effectivement quelqu'un qui incarne cette vision-là, mais c'est quand même une vision au sein d'un parti qui est partagée par ses membres. On adhère à une vision et non, on ne suit pas en fait les personnes, mais on adhère à une vision. Mais Donc, Monsieur Nourdine, si je vous dis par exemple... Ousmane Sonko, le fait de désigner Bassirou Diomaye Faye, c'est aussi quelqu'un qui portait en fait cette vision-là. Bien sûr, je suis d'accord. Mais vous convenez avec moi que si on décide de créer une entreprise, que nous sommes 5, ce n'est pas tout le monde qu'on met à la tête de cette entreprise. Même si tout le monde a été à la création de cette entreprise. On peut se dire que parmi ces 5 personnes, il y a une personne qu'on juge apte, soit au niveau du management, soit au niveau du tempérament. Je ne dis pas que c'est un choix mauvais. D'ailleurs, je salue ce choix. Je salue la démarche. Mais je dis que si on est obligé d'en arriver là, c'est que quelque part, la démocratie est malade. Parce que la démocratie recherche la volonté du peuple. Et la volonté du peuple a été exprimée. Mais quels ont été tous ces détours auxquels on a été obligé de faire face pour arriver finalement à une volonté du peuple qui a dû perdre ses fils avant que ce peuple ne soit écouté? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus des intérêts personnels à un moment donné plutôt qu'une pensée pour tout le peuple? Ça a toujours été très souvent le cas dans notre zone où finalement les politiques se privilégient par rapport au peuple. C'est un peu désolant. Et même cette réputation fait écho ici au sein de la diaspora. Je me souviens, j'étais dans une entreprise où j'ai entendu parler de dire que c'est quoi votre finalité, devenir ministre du pétrole, et que si vous devenez ministre du pétrole, on sait que vous aurez des milliards. J'entendais des petits propos comme ça qui étaient clichés. Mais au fond, ce n'est pas fortuit. Ça vient de quelque part. Ça vient de ce qu'ils savent de l'Afrique. Ça vient de ce que les politiques présentent. Ça vient des accords que les politiques pensent se cacher pour les conclure, mais qui sont quelque part ouverts à la face du monde. Ça aussi, ça ne contribue pas à l'élévation de l'Afrique. Parce que la réputation, elle est importante. Si vous savez aujourd'hui que dans un pays, il n'y a pas de démocratie et qu'on a une justice aux ordres, finalement, ce n'est pas dans ce pays que vous voulez investir votre argent. Donc, que vraiment, à ce niveau, ça semble être des propos très politiques. Et en Afrique, parler de politique, c'est comme si s'exposer à un danger. Et finalement, la politique n'attire pas la crème. Je ne pense pas qu'un jeune intellectuel aujourd'hui ait cette envie d'être appelé politicien. Alors que la politique devait être l'affaire aussi de technocrates qui ont des solutions pour le pays, qui peuvent apporter leur expérience au pays. Mais tout le monde fuit la politique. Pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, je suis certain, j'ai un frère qui vient de l'Afrique de l'Ouest, je suis certain qu'il a une fois entendu des parents dire « On ne veut pas te voir dans la politique. Éloigne-toi de la politique. » Parce que la politique, c'est pour donner la vie. La politique, ce n'est pas pour causer la mort. La politique, c'est pour redonner espoir. La politique, c'est pour témoigner l'amour qu'on a pour un peuple. Et non demain esclavagiser ce peuple. Très bien. Merci beaucoup. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure que j'ai trouvé super intéressant, c'était concernant les jeunes, que vous disiez que maintenant ils ont minimum une licence, qui vont jusqu'au master. Et c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure un peu les contraintes du continent africain, les enjeux, les valeurs, les richesses, un peu le côté religieux, un peu aussi le côté géopolitique. Et nous, on a une phrase pour le PAMA France qui est l'Afrique au cœur de l'espoir pour nos enfants. Et pour revenir à ce que vous avez dit pour les enfants, justement, est-ce que vous pensez qu'actuellement, la population africaine est prête à faire ce changement-là, à évoluer de cette manière-là? Et surtout, aussi, j'aimerais vous rajouter, est-ce que les enfants, quel rôle vont avoir un peu les enfants, ou est-ce qu'on mise beaucoup sur eux également? Bien, merci. Je vais commencer par la fin. Vous savez, même un enfant, il y a des accords qu'il ne peut pas signer. Il est sous la responsabilité de parents. On dit qu'il est mineur. Ça veut dire quelque part que ce qui compte, ce n'est pas quel est le rôle des enfants, mais c'est qu'est-ce qu'on enseigne à ces enfants. Quelle est notre démarche vis-à-vis des plus jeunes? Il y a d'abord l'exemplarité, parce que les enfants à un âge copient ce qu'ils voient. Si nous présentons l'Afrique comme un gâteau à partager, et je le disais très souvent, j'étais avec les chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne et africaine, un club. Je leur disais, mais même quand on parle des affaires et qu'on regarde l'Afrique, ne voyons pas l'Afrique comme un gâteau à partager. Voyons plutôt l'Afrique comme des valeurs qu'on peut apporter, des valeurs ajoutées.
Il y a des services publics, des services qui manquent en Afrique. Ça peut être des toilettes publiques. Ça peut être l'accès au financement. Alors, c'est ce regard que nous devons avoir. À ces enfants-là, nous devons les emmener à aimer l'Afrique. Nous ne devons pas les emmener à fuir l'Afrique. C'est bien l'immigration. On y voit les bons côtés. Mais nous sommes venus dans une démarche. Venir acquérir un savoir, une expérience qu'on veut faire profiter à l'Afrique. Mais quand la finalité de tout un continent, c'est de quitter ce continent, parce qu'il n'y a plus d'espoir, on pense qu'il n'y a plus de vie, c'est grave. Là où les autres pensent à revenir, même ceux qui ne sont pas africains, cherchent à s'installer en Afrique, nous on est dans une démarche de fuir ce continent. Enseignons à nos enfants l'amour du continent. Enseignons à nos enfants l'histoire du continent. Ne laissons pas les autres enseigner l'histoire. Parce que l'histoire, ça dépend de qui elle est racontée. Est-ce du point de vue du chasseur ou du gibier? Donc il faudrait que nous soyons en mesure d'expliquer notre histoire à nos enfants. Et après cela, permettons à ces enfants de s'investir très jeunes pour des combats simples. Être des enfants droits, juste lutter contre la corruption. Parce qu'au final, ce n'est pas le jour que l'enfant découvre la corruption qu'il entend parler de la corruption. Il faut qu'il ait entendu parler de la corruption depuis longtemps. Et on doit pouvoir maudire cette corruption dans son esprit. Vous voyez? Et est-ce que vous m'avez dit par la suite, est-ce que les jeunes sont prêts? Il y a encore du travail. Il y a ces jeunes-là qui ont soif de l'Afrique, qui ont des réserves parce que ce n'est pas très facile sur le continent africain de lutter contre des systèmes qui sont établis. On essaie de faire les efforts qu'on peut dans la démarche. L'Afrique a déjà connu trop de martyrs. L'Afrique a besoin de stratèges, de gens qui savent présenter, qui savent comprendre les enjeux et qui savent se positionner. Je pense que c'est pourquoi nous sommes là. Nous devons tous essayer de contribuer à cet éveil, mais un éveil qui est organisé, un éveil qui n'est pas brouillon, un éveil organisé, je le répète. Parce que souvent des éveils brouillons coûtent trop de vies, mais des vies qui ne reviennent pas. La vie d'un seul Africain devrait déjà être une vie de trop quand elle est perdue. Et c'est ce que nous n'avons pas dans l'esprit. Pour nous, avoir 20 morts, ça ne choque plus quelqu'un. Il y a des attaques, il y a des revendications dans la rue, des attaques, 30 morts. Ça ne choque plus. Et ça fait partie de notre combat. C'est pourquoi je dis au stade actuel, au stade où nous sommes, il n'est pas seulement question de combat. Il s'agit d'un combat structuré, un combat stratégique où on sait disposer les pions. Sinon, je pense que nous sommes à une époque où on devait voir le renouveau africain. Il y a cette soif de l'Afrique qu'on ressent au sein de la diaspora, même localement, des jeunes qui ont l'envie de servir. Et nous devons pouvoir accompagner cela, mais surtout s'inscrire aussi dans ce combat-là. Merci beaucoup. J'en prie. Plus rien à rajouter, Nourdine Saheb? Non, plus rien à rajouter, juste pour préciser effectivement que, et c'est tout l'essence même de la création du PAMA. L'objectif et les missions du PAMA sont de donner en fait aux Africains de la diaspora cet attachement-là, malgré le lieu géographique dans lequel ils se trouvent en dehors du continent. C'est de se dire que tous les ascendants, tous les descendants d'Africains qui sont en dehors du continent puissent avoir cet attachement vis-à-vis du continent, peu importe l'endroit où ils se retrouvent, et travailler à véhiculer, en fait, traiter des sujets qui concernent l'Afrique, à participer à des réflexions, qu'elles soient religieuses ou laïques, avec d'autres organisations, de sorte à proposer des solutions pour pouvoir éclairer en fait l'Afrique dans cette dynamisme panafricaniste. Donc c'est un peu, excusez-moi, pardon, c'est un peu l'objectif principal du PAMA. Donc, Moi, je tenais vraiment à vous remercier, à saluer ce que vous faites. À votre niveau, vous apportez votre pierre, vous menez des actions, vous posez le pas. Et c'est cette conjugaison des pas qui vont nous arriver à la ligne, qui vont nous permettre d'arriver, sinon de franchir la ligne d'arrivée. Je salue cette organisation de cette journée que vous faites. Le fait d'inviter d'autres composantes, ça montre combien de fois vous êtes dans un désir d'unir, un désir de montrer qu'on peut parler de plusieurs voix, mais parler d'une même voix. Je salue cela. Sachez que Africainement est très content de participer à cela. Je vous envoie les salutations de tous les membres
même s'ils ne sont pas avec moi, et vous dire que nous sommes ensemble. Nous sommes ouverts à collaborer, à mener des projets ensemble, mais au final, qu'on ait un jour le sourire de voir ce que devient l'Afrique par nos efforts. Je vous remercie. Merci à vous. En tout cas, je prends la parole au nom de la communauté Ahmadiyya pour vous remercier d'être venu, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions et aussi tout ce que vous faites avec Africainement. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, on peut montrer qu'on peut avoir une même voix, comme vous avez dit, avec des discussions simples, sans que, enfin, dans toute simplicité, dans tout le respect. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci Boris. Merci. On remercie aussi toutes les personnes d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas justement à la partager. Ça a été très riche. On a évoqué pas mal de choses. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Cette émission est faite pendant la journée du PAMA, la 5e édition. Et on se dit à une prochaine émission, pardon, excusez-moi. Inch'Allah. Et je vous remercie en tout cas d'être là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous. Merci.